Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur l'espace Agora, un espace de conférence avec un programme qui a été concocté par la Banque de la Transition Énergétique, qui est une marque développée par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette dernière conférence de l'après-midi, une conférence dans laquelle on va parler de photovoltaïque et notamment de la valorisation de la centrale. Alors, c'est un thème dont on parle régulièrement ici au Sommet de l'Élevage, mais c'est vrai qu'habituellement, on parle du montage du projet, de comment est-ce qu'on va le financer. Et là, on va le prendre sous un angle un petit peu différent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment de la transmission ou de la succession et comment est-ce qu'on va valoriser cette installation, en faire éventuellement un atout patrimonial pour l'exploitation agricole. Donc, c'est un sujet qu'on va explorer aujourd'hui avec nos intervenants et je vais vous les présenter. Donc, à mes côtés, il y a Pierre-Henri Grenier, qui est directeur exécutif de la Banque de la Transition Énergétique. Bonjour. Nous avons aussi Gauthier Claudinon, qui est directeur général adjoint d'Alexis Assurance. Bonjour. Et Armand Freinet, directeur de la BU B2B d'Iris Solaris. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. Et Pierre-Henri, je vais vous laisser la parole pour commencer cette conférence en nous présentant la Banque de la Transition Énergétique. Merci beaucoup. Bon, ça fait maintenant plusieurs années qu'on intervient au sommet pour des sujets de transition énergétique qui nous concernent directement, nous, à la Banque Populaire, parce que les sujets de transition, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont besoin d'être financés. Donc, ils ont besoin d'un banquier. Donc, voilà, on est là pour ça. C'est notre raison d'être à la Banque de la Transition Énergétique. C'est un projet, moi, c'est une banque que j'ai créée il y a maintenant 5 ans au sein de la Banque Populaire, avec deux grandes orientations. La première, c'était de dire, pour faire des financements, il faut de l'épargne, il faut de la ressource. Les crédits que font une banque, c'est votre argent. Nous, on prête l'argent de nos épargnants, c'est tout. Donc, on va dire, on va collecter une épargne avec cette promesse que cette épargne, elle sera uniquement utilisée pour financer des projets de transition sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'on voit que nous, on veut accélérer la transition énergétique de nos clients. Et les clients, la Banque Populaire, c'est des agriculteurs, des PME pour l'essentiel. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ce n'est pas de financement en fait, dont ils avaient besoin. C'était surtout des solutions opérationnelles. Et on s'est dit, nous, on n'est que des banquiers, les solutions opérationnelles ont un peu de mal, nous, tout seuls, à pouvoir, pas nous qui allons monter sur les toits pour installer des panneaux. Et donc, on s'est dit, on va créer un écosystème d'entreprises partenaires qu'on va sélectionner, qui seront spécialisées en transition énergétique et qu'on va pouvoir apporter à nos clients pour qu'ils réalisent leurs projets de transition. Et donc, on a une vingtaine d'entreprises partenaires, dont Iris Solar. Et cette idée, elle porte ses fruits parce qu'en l'espace de maintenant de 5 ans, on a collecté plus de 500 millions d'épargne, on a reprêté pour 750 millions de crédits sur 15 000 projets, sur tous les domaines de la transition. On a même fait calculer l'économie carbone de tous nos financements, puisqu'on a économisé 121 000 tonnes de CO2 grâce à nos financements. Alors ça ne vous parle pas, 121 000 tonnes, ce n'est pas beaucoup. C'est la consommation annuelle d'une ville comme celle de Thiers, une ville de 12 000 habitants en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais quand même, voilà, donc c'est une épargne qui sert à quelque chose. Et puis, surtout, on a été très actifs, c'est le sujet d'aujourd'hui, sur le photovoltaïque, parce que le photovoltaïque, ça apportait forcément une valeur ajoutée à nos clients, soit en injection, parce que ça leur fait un revenu complémentaire, soit en autoconso, parce que ça réduit leur facture d'électricité. Donc, on a été très actifs sur le photovoltaïque avec des partenaires sur toute la région. Et on a financé à peu près 750 centrales en 4 ans. 700 centrales, alors des centrales de toute puissance. Dans les 750, c'est tout supérieur à 100 kg. Mais ça peut monter des projets plus gros. Mais beaucoup de centrales moyennes entre 100 et 500 kg. Pour beaucoup d'autoconso ou bien de l'injection pour nos clients agriculteurs. Voilà. Donc on a tout vu dans les montages différents. Donc alors, je pense qu'on aura des questions ensuite. Je pourrais répondre un peu à vos questions sur les montages, sur les modes de valorisation, parce qu'on a vu quand même beaucoup
de dispositifs différents. Et puis, il faut faire preuve quelquefois de créativité. Et bon, on est là pour ça. Moi, je ne dis pas oui à tout, mais je regarde tous les projets. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, il y aura un temps de questions à l'issue de cette conférence. Donc, restez bien avec nous et notez vos questions si vous en avez au fil de l'eau. Comme ça, vous pourrez les poser à nos intervenants tout à l'heure. Je vous laisse passer le micro. Donc, comme je le disais, on va s'intéresser à cette question de la valorisation des centrales photovoltaïques. Les premières, elles ont été créées il y a environ 15 ans. Et aujourd'hui, il y a forcément plusieurs questions qui se posent pour les exploitants. Comment est-ce qu'on continue à exploiter? Comment est-ce qu'on la valorise? Qu'est-ce qu'on fait au moment de la transmission? Et donc, Armand et Gauthier, je vais vous passer la main pour que vous puissiez nous éclairer sur toutes ces questions. Merci. Du coup, quand on a préparé cette table ronde, bonjour à tous, pardon, enchanté. Quand on a préparé cette table ronde, on est parti du principe avec Gauthier de se dire que aujourd'hui les exploitants agricoles sont plutôt équipés. Ils ont tous au moins une centrale photovoltaïque. Et du coup, on s'est posé la question quel message on pourrait faire passer sur la partie plutôt après la phase construction, développement du projet, donc sur la partie exploitation, comment sécuriser un revenu sur la durée, comment garder une bonne performance sur sa centrale, sur la partie valorisation, comment transformer en fait sa centrale et que ça ne devienne pas une épine dans le pied, mais plutôt un atout pour l'exploitation agricole. Et il y avait des sujets de succession aussi. Enfin, on est souvent interrogé là-dessus quand il y a des successions d'exploitations agricoles. Qu'est-ce qu'on fait de cette centrale photovoltaïque au milieu? Quelle est en vrai quelle est sa valeur dans les cas de donation-partage ou dans les cas de vente d'exploitation, etc. Donc on va essayer de poser un peu ça rapidement aujourd'hui. Donc, waouh, c'est quoi ce camembert? Bon, c'est pas grave. Il ne devait pas être comme ça au départ, je pense. Non, il n'était pas comme ça au départ. On commentera le camembert, c'est pas un souci. Du coup, sur la partie exploitation, la première chose à savoir quand on a une centrale photovoltaïque, que ça soit nous en propre, un exploitant agricole qui a investi dans sa centrale ou un tiers investisseur, on va regarder pendant sa phase d'exploitation sa performance. On va s'assurer que la performance de l'installation soit au rendez-vous pour rembourser le banquier qui nous a gentiment fait un crédit sur cette centrale. Comment on fait ça? Tout simplement, on a un monitoring qui est en place. Il y a des choses un peu classiques qu'on va dire aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a un suivi de l'installation qui se fait à distance. L'important, c'est que, surtout si vous êtes en exploitant qui avez investi vous-même dans la centrale, c'est que vous ayez la vision de la production de la centrale au jour le jour. Et que vous voyez quand il y a un défaut, vous voyez quand il y a un onduleur qui a sauté, que vous puissiez finalement intervenir. Donc, le suivi de l'installation se fait par ce monitoring. Après, c'est bien, on voit quand il y a des problèmes, mais après, il faut régler les problèmes. Et donc là, on va arriver, et ça va être des fois imposé même par la banque, on va arriver avec des contrats de maintenance, de façon à ce qu'un développeur, que ce soit Iris Solaris ou un autre, on s'engage, nous, sur ce taux de performance de la centrale, et on s'engage à intervenir quand on détecte des problèmes ou quand on est sollicité avec des tickets d'intervention suite aux problèmes. Donc il y a deux choses dans le contrat de maintenance. Il y a le contrat de maintenance préventive, c'est une visite annuelle, resserrage, on va dire classiquement du local technique, avec on fait une infrarouge en fait dans le local technique pour détecter les points de chaleur, et on fait des interventions, ce qu'on appelle nous curatives, c'est à la demande pour remplacer des pièces défectueuses au moment où on détecte des incidents. Aussi, l'environnement de la centrale, l'entretien de l'environnement de la centrale est important. Je pense à l'élagage des arbres. Une centrale, ça fonctionne avec du soleil. Et du coup, c'est sûr que si on laisse pousser une végétation, une haie ou des choses comme ça, ça va moins bien fonctionner, suivant en plus le calpinage qui aurait pu être fait en fonction de tout ça. Donc, il faut prendre en compte, on va dire, toutes ces charges pendant la phase exploitation pour garder une centrale qui garde et qui garantit un rendement. Au niveau assurance, également. Merci Armand. Ouais, au niveau assurance, c'est probablement le seul ou l'un des seuls moyens de sécuriser le revenu et la performance quand il y a un pépin. Et ça arrive. Alors du coup, ça me permet d'aller sur le camembert qui est illisible. Le but du camembert, c'est d'exposer les causes principales de sinistres en 2024 sur 9000 centrales en toiture. Exclusivement toiture.
Aujourd'hui, l'incendie externe est la première cause de sinistralité. C'est quoi l'incendie externe? C'est un incendie qui ne vient pas de la centrale PV. En premier lieu des incendies externes, c'est évidemment l'activité sous toiture, qu'elle soit artisanale, qu'elle soit agricole, qu'elle soit industrielle. C'est la première cause de sinistralité en PV toiture en France. La deuxième cause, et peut-être que dans 3 ans, si on fait le même webinaire, enfin la même table ronde, ça changera un peu, c'est les événements naturels. En PV toiture, c'est évidemment la grêle en premier lieu. Si on avait fait le même camembert en 2020, et on l'avait fait, l'incendie de cause externe, c'était 77% de la sinistralité, et quasiment zéro en événements naturels. On a fait, enfin voilà, on a divisé par de l'un et multiplié largement plus que par de l'autre. Les vols, bon, c'est pas forcément la peine d'y revenir. Et dans autres, une famille un peu large dans laquelle il y a les pépins du quotidien. Hein. Ça peut être un incendie de cause interne, un onduleur, une boîte de jonction qui a un pépin. Ça peut être un choc de véhicule sur un hangar agricole ou sur une ombrière. On en a beaucoup. Donc finalement, si on prend les 2 premières causes, l'incendie et l'événement naturel, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour ça l'assureur est là pour ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peu de prévention à faire, mais pas grand-chose à faire quand même. L'incendie de cause externe, il y a vraiment quelque chose à faire, et c'est la maîtrise des activités sous toiture. Vous avez sûrement déjà entendu ces sujets, la paille, le foin sous la toiture, etc. C'est pas impossible, il faut juste que ça soit fait dans de bonnes conditions, qu'il y ait de l'aération, qu'on mesure la quantité dessous, qu'on ne mette pas 120% de paille sous un bâtiment qui déborde sur les côtés. Voilà. L'idée, c'est juste d'être maître de l'activité sous toiture, parce que c'est ce qui sécurise aussi son assurabilité. Et maîtriser son assurabilité, c'est quelque part maîtriser aussi votre exploitation et là, le bon fonctionnement de la centrale. Alors, il y a plein de questions autour des activités sous toiture, on pourra y répondre, mais en tout cas, c'est un élément très important. Une centrale correctement assurée. Hein. On nous demande souvent comment on doit assurer une centrale. Ce n'est pas très compliqué. Il faut assurer la centrale en tant que telle, il faut assurer ses recettes, et puis il faut vous assurer en tant que propriétaire. Après, à l'intérieur de ça, il y a tout un tas de détails, mais déjà, si on a assuré ces 3 volets-là, on a fait 70% du job. Et là, on sécurise son patrimoine en cas de pépin. Et puis, le dernier point, et je rejoins Armand, la maintenance. La maintenance, ce n'est pas que le nettoyage des panneaux. La maintenance, c'est de la prévention chez l'assureur, et ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est sur les modules, c'est sur les onduleurs, c'est sur tout ce qui est sensible, et ça, c'est fondamental. La maintenance, c'est le nerf de la guerre. Pour un assureur, aujourd'hui, c'est souvent une contrainte contractuelle, c'est écrit dans les contrats d'assurance qu'il faut une maintenance, mais ce n'est pas pour rien. Ça permet vraiment de gérer, et voilà, c'est un point important. Et je repasse le micro à Pierre-Henri. Ouais, et puis, je vous confirme que si vous voulez faire financer votre centrale, hein, on va demander vos contrats. Hein, on va vérifier l'ensemble des risques, notamment les risques perte d'exploitation, et on va vérifier aussi le contrat de maintenance. Hein. Donc, pour le financement, le banquier, il va être et c'est lui qui intervient en dernier, mais on va vérifier que tous ces éléments sont bien intégrés dans votre projet. Autrement, vous n'aurez pas le financement. Alors, rien ne vaut des images pour illustrer un peu nos propos. J'ai fait une petite sélection. On a 3000 centrales en exploitation au sein d'Iris Solaris. J'ai été piqué dans la banque à images sinistre. Donc c'est des centrales, c'est réel, quoi. C'est les Ah vôtres. oui, c'est pas Google Images, quoi. C'est un peu trop réel même des fois, mais c'est comme ça. Donc c'est pour illustrer un peu ce qu'on dit, hein. Éviter les risques. Ça, c'est un poteau qui est déformé. Parce que forcément, une petite marche arrière un peu forte avec un tracteur, ou une grosse marche arrière très très forte sur un local onduleur, sur la partie de droite, et il m'a explosé le local onduleur. C'est des choses qui arrivent. Là, on peut voir en bas de toiture des petites couleurs un peu différentes. C'est lié à l'épandage de produits phytosanitaires sur le champ qui est à côté. C'est dommage. Ça vient décolorer la surface des panneaux. En termes de production, j'ai plus en tête la perte de production qu'il y a à ça, mais elle n'est pas énorme en soi, mais ça fait quand même une perte de production. Donc c'est pareil, c'est des choses, si on fait attention, en fait, ça n'arrive pas, ce genre de choses. C'est des petits réflexes à avoir. Une petite illustration d'un stockage de fourrage un peu trop humide. On a la photo pendant et après. On a tout reconstruit là. Il n'y avait rien à récupérer. Je crois qu'on a quand même gardé les fondations. Mais ça, on ne l'arrête pas. Ce feu-là qui est lancé sur un fourrage comme ça, là, il y avait à peu près 80% de fourrage.
ça ne s'arrête pas, ça se contrôle pour pas que ça aille ailleurs que sur le hangar. Donc on laisse brûler et puis on attend que ça finisse de brûler. C'est des choses malheureusement qui nous arrivent un peu tous les ans, moins qu'avant. Je suis d'accord avec Gauthier sur la statistique tout à l'heure. On a moins ces cas-là quand même que sur les premières années. On voit que les réflexes ils sont là, à force aussi de pédagogie. Et on a plus de sinistres aussi liés à la grêle que ce qu'on avait il y a quelques années. Et enfin, voilà, ça c'est un exemple de grêle. Alors c'est des photos aériennes de toiture qui ont été faites par caméra infrarouge avec un drone. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a des points de chauffe sur les panneaux. Ça veut dire que le verre il est brisé et que la cellule elle est endommagée dessous et ça crée des points de chauffe. Et du coup, on a changé beaucoup de panneaux. Ça, c'était lié à des sinistres de grêle qu'on a eu il y a 2 ans, par exemple. Donc ça, malheureusement, j'ai pas de solution encore à ce niveau-là, à part d'être bien assuré pour me faire rembourser les panneaux à changer. Mais d'un point de vue prévention, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part travailler avec les fabricants peut-être. Je rebondis juste sur ce point. C'est vraiment la galère, les sinistres grêles. Finalement, les sinistres incendies, je ne dis pas que c'est facile, mais un sinistre incendie, grosso modo, 90% de la centrale est à changer. Alors, rarement, on parlait des fondations. Effectivement, c'est du cas par cas, on peut récupérer les fondations. Les sinistres grêles, c'est probablement les pires sinistres parce que c'est souvent des sinistres partiels. Globalement, ce n'est pas 100% des modules qui sont changés. Et le but aussi de cette table ronde, c'est de parler potentiellement de centrales qui ont déjà quelques années. Le photovoltaïque va vite, très vite, et on a des modules qui sont plus disponibles. Et on a des modules qui sont plus aux mêmes tailles, aux bonnes dimensions. Et donc, il faut réadapter une centrale en fonction de ce que vous trouvez sur le marché, de ce que vous autorise votre contrat d'achat si on est avec une centrale sous contrat d'achat. Et ça, c'est une vraie contrainte. Les assureurs se les posent aussi parce que ça, c'est pas une stat, mais c'est un point quand même qu'on comprend assez vite. Aujourd'hui, un sinistre partiel coûte systématiquement plus de 100% de la centrale. Quand on vit sinistre partiel, c'est entre 75 et 100%. Ça coûte plus cher que 100% en fait. Parce qu'il y a des frais d'études, il y a justement la réorganisation de la centrale, il faut parfois changer les systèmes de fixation, il faut sur une ombrière, même si là le focus c'est toiture, sur les ombrières quand même, on n'a pas de bac acier forcément. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse un trou en bas à gauche une fois qu'on a refait le puzzle. Voilà, c'est vraiment des sinistres qui sont compliqués et je ne sais pas forcément si la banque a des points en cas de sinistre, mais attention aux sinistres grêles, c'est pas si facile à gérer. C'est pas forcément très rassurant vos propos, puisque on sait que les aléas climatiques comme la grêle ou d'autres, des vents violents, etc., se multiplient. Donc ça peut un peu faire peur à des personnes qui souhaiteraient installer. Voilà. Sur la partie assurance, c'est aussi le but de faire appel à des mainteneurs qui sont quand même un peu professionnels, qui ont un peu de pièces détachées, de modules d'avance. Aujourd'hui, il y a différentes marques de modules, mais il n'en existe pas non plus 200 qu'on pose en France. On retrouve toujours un peu les mêmes. C'est aussi ce but-là, c'est de prévenir un peu, parce que finalement, pour gérer la grêle, c'est la résistance des modules. On sait que ça coûte très cher de changer de classe de module. Aujourd'hui, on pose essentiellement du RG3. Passer en RG4, ça coûte très cher. Ce n'est pas forcément finançable. Donc, c'est là aussi la maintenance et puis la réaction rapide en cas de sinistre pour réparer vite, parce que pendant qu'on ne répare pas, il y a des pertes de recettes. Et ça, en fait, ok, c'est l'assureur qui paye, mais c'est un peu le fusil à un coup. C'est-à-dire que si on met 36 mois à réparer une centrale, il y a un moment où l'assureur il dit stop ou il majore. Voilà. Donc c'est de la prévention et c'est de la réactivité et c'est finalement avoir un bon mainteneur, même s'il n'y a pas de solution miracle, si le module est plus disponible, mais on optimise les chances. Ok. Valorisation. Alors, j'en parlais tout à l'heure. On a une centrale photovoltaïque en production sur son exploitation agricole. Ok, super. On en a pris soin. On vient de montrer comment en prendre soin. C'est beaucoup finalement de petits réflexes à adopter. Maintenant, comment je prends en compte cette centrale photovoltaïque au sein de mon exploitation agricole, dans la valorisation de mon exploitation agricole? Généralement, il y a 2 cas. Il y a le cas où vous avez travaillé avec un producteur indépendant, un développeur producteur, les gens qui sont autour d'ici, qui ont fait un bail et du coup la centrale photovoltaïque ne vous appartient pas. Vous avez signé un bail à construction, on vous a construit le bâtiment avec la centrale photovoltaïque et vous usez du bâtiment pour votre activité.
Du coup, on distingue quand on va regarder la valeur de votre exploitation agricole avec ce bail à construction qui est signé entre vous, propriétaire, et le développeur photovoltaïque. On va regarder finalement la durée restante sur le bail, parce que systématiquement, les baux, ils sont à durée limitée. La plupart des baux, ils sont sur 30 ans. On va regarder du coup la durée restante sur le bail, parce qu'on sait qu'à la fin du bail, vous allez être propriétaire. Vous allez être propriétaire et du bâtiment photovoltaïque et de l'installation photovoltaïque, si vous souhaitez la garder. Après, il faut bien regarder les baux. Il y a des trucs de démantèlement qui peuvent apparaître là-dedans. Donc finalement, la valeur qu'on va donner à votre centrale photovoltaïque, malgré que ça soit un bail et qu'on vous l'a mis à disposition, elle va dépendre. Il y a un tracteur qui passe au milieu. Ok. Tracteur qui nous écoute. Elle va dépendre de la durée restante sur le bail. Plus vous allez arriver à la fin du bail, plus il y aura une valeur, parce que vous allez récupérer en fait un actif immobilier, un bâtiment et une centrale photovoltaïque. Il faut savoir que le photovoltaïque, ça va continuer de produire après 30 ans. On va changer les onduleurs, bien entendu, ça peut arriver. Et on a des garanties onduleurs aujourd'hui à peu près sur 10 ans. Donc un banquier aura le réflexe de me dire faut le changer au bout de 11 ans dans le BP, mais on va changer les onduleurs, mais les panneaux ils vont continuer de produire et ils seront complètement amortis. Donc on va avoir quelque chose qui va produire de l'électricité, ça aura de la valeur. Voilà. Et donc cette valeur, on va la calculer en fonction de cette future production d'électricité et en fonction du nombre d'années qui va rester à courir sur le bail. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est vous qui avez investi dans la centrale. Vous avez vous-même payé votre centrale, vous êtes propriétaire de la centrale. La valeur d'une centrale photovoltaïque, si vous souhaitez céder votre installation, on va parler après de la succession, pardon, donc je ne vais pas en venir maintenant, mais la valeur d'une centrale photovoltaïque, elle se calcule ce qu'on appelle sur les flux financiers qui est généré par cette centrale. Une centrale, ça produit l'électricité, on vend l'électricité au début, la plupart du temps, sur un premier contrat de 20 ans au réseau, on paye de la maintenance, etc. Il me reste un flux de trésorerie qui me sert à rembourser un prêt, qui me sert à me rembourser moi si j'ai investi dans la centrale, etc., etc. Et donc, on va regarder ces flux qui vont rester sur la durée de contrat qui va rester et on va calculer la valeur de l'actif en fonction de ces flux-là. C'est une méthode comptable, en fait, méthode par les flux. Donc, on a les cas particuliers, bien sûr, du tiers investisseur. Et il faut distinguer deux choses aussi. Dans les investissements sur une centrale photovoltaïque, moi, je distingue toujours la partie centrale photovoltaïque bâtiment et la partie raccordement. Quand on a payé le raccordement, on a payé un accès au réseau auprès d'Enedis. On a eu des travaux publics sur le réseau qui ont été faits pour qu'on puisse se raccorder et on a droit d'injecter de l'électricité dans le réseau jusqu'à une certaine puissance kilovoltampère. Ça a une valeur également qui est très forte et qui ne perdra pas de sa valeur dans le temps. Ça veut dire que demain, si on veut optimiser la centrale, parce qu'on a fini les premières 20 années de contrat d'achat, et qu'on veut rajouter, optimiser sa centrale, ça peut être, je sais pas moi, rajouter une batterie, c'est un peu le thème en ce moment, ou rajouter de la puissance, etc. Tout ça sera possible grâce au raccordement qui aura été fait en fait initialement. Donc cette valeur de raccordement, moi je la mets toujours un peu à part, parce que ça c'est quelque chose qui ne perdra pas de valeur. Et c'est même, pour moi, c'est la clé en fait, de tous ces points d'injection un peu partout avec les centrales photovoltaïques. On a un accès au réseau avec une puissance injectable. Et donc, cette puissance injectable a une vraie valeur. Qui est-ce qui réalise ce calcul de la valeur? C'est des structures comme les notaires sont doués, ça peut être les notaires. D'accord. On est sollicité de temps en temps pour faire ces choses-là. Également, ça m'arrive de faire des petites notes de valorisation à destination souvent des notaires qui me sollicitent. Il y a des gens aussi qui s'appellent des experts fonciers, qui travaillent beaucoup avec le milieu aussi agricole, qui sont sollicités dans le cas de sinistres assurantiels des fois, ou dans le cas de cession d'exploitation agricole, des choses comme ça. Ces gens-là aussi, ils sont en capacité à mettre toutes ces valeurs dans un Excel et à vous donner une valeur de tout ça. Ils ont été formés en tout cas, et où ils nous connaissent, donc ils nous sollicitent aussi pour ça. Ça ne dérange pas. Et est-ce qu'il faut réaliser plusieurs estimations? C'est comme vous voulez. Ça va dépendre en fait de l'enjeu bancaire derrière. C'est-à-dire, c'est quoi le projet, quoi. Ça sert à quoi d'estimer une exploitation agricole? Ça va dépendre en fait, finalement, je pense, c'est pour à un moment donné mettre ça en garantie de quelque chose. Enfin, Pierre-Henri, tu pourras peut-être réagir là-dessus, mais ça viendra du coup en garantie d'un autre projet ou de quelque chose comme ça. Donc, si on met une valeur à quelque chose, c'est pour que ça serve derrière. Donc,
aujourd'hui, ou alors ça va servir à une succession. Et là, on va en parler après. Comment on met, quelle valeur on met face à une succession. L'importance, oui, j'ai mis ça. L'importance d'un. Ah oui, excusez-moi, les démarches permettant d'optimiser la valeur. Donc, on a parlé du contrat de maintenance. Ça, c'est quelque chose que les banquiers vont regarder toujours au moment où on va auditer une centrale. Quelle garantie on a sur le matériel? Est-ce que les onduleurs ils sont garantis 10 ans ou 5 ans? Quel type de panneau on a, etc. Est-ce que c'est des panneaux tier 1 ou est-ce que c'est des panneaux un peu low cost? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une bonne production encore au bout de 15 ans sur cette centrale-là avec ces panneaux-là? Et puis la durée restante du contrat d'achat d'électricité, quels sont les flux qui me restent sécurisés au moins sur cette partie-là? L'importance d'un bail correctement rédigé, peut-être Gauthier, tu peux réagir un peu mieux là-dessus. Pierre-Henri, tu veux? 2-3 remarques sur la valorisation, parce que c'est pas une valorisation, c'est jamais une science exacte. Faut bien voir un peu la valeur de la centrale, elle va changer en cours de temps. Il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Faut bien voir que quand vous avez une centrale, une grosse partie des cash flows de la vente d'électricité que vous avez, ça commence par rembourser la dette. Donc là, en fait, finalement, vous percevez quelques dividendes au-delà de ce qui a permis de rembourser la dette, mais là où vous commencez à toucher le maximum de cash flow, c'est quand la dette est remboursée. Il n'y a pas énormément d'OPEX, de frais sur une centrale. L'électricité, elle est gratuite. Quand vous avez fini de rembourser la banque, vous avez une grosse partie du chiffre d'affaires de la vente d'électricité qui devient du dividende. Donc vous avez une valeur importante parce que vous avez des cash flows futurs extrêmement importants. Donc selon que votre centrale elle est déjà bien endettée ou moins endettée, elle va changer de valeur. Quand on fait une valorisation financière, on valorise tous les cash flows et on déduit le montant de la dette. C'est ça qui fait la valeur in fine. Et puis l'autre question qui se pose sur la valorisation de la centrale, c'est ce qui se passe après les 20 ans d'obligation d'achat. C'est simple, pour les 20 premières années, vous savez, vous avez un tarif avec EDF, obligation d'achat. Vous connaissez à peu près le productible parce qu'il n'y a pas de grande variabilité d'une année sur l'autre. Un petit peu, mais ce n'est pas grand-chose. Mais surtout, vous avez un tarif qui est connu. Et la question de la valorisation de la centrale, ça va être quid après 20 ans. Qu'est-ce que vous faites après les 20 ans? Comment vous allez valoriser votre électricité? Et donc, ça va poser aussi la question pour vous d'aller trouver quelqu'un qui va vous l'acheter, cette électricité. Et puis, à quel prix? Et sur quelle durée? Donc, c'est un gros enjeu pour la valorisation d'arriver à se projeter dans la période post-obligation d'achat. Voilà. Merci pour ces précisions. Sur l'assurance en période, enfin sur la valorisation d'une centrale et l'assurance, le sujet central c'est probablement le bail. Alors du coup on est forcément, essentiellement dans un modèle entier investissement, sinon il n'y a pas forcément de bail. Le bail c'est le sujet central parce que c'est un peu lourd, encadre, protège, anticipe, mais en fait derrière ces trois mots c'est hyper important pour un assureur. Encadre, ça fait directement référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur les notions d'activité sous toiture et finalement de manière beaucoup plus globale sur ce qu'on peut faire sous sa centrale, ce qu'on ne peut pas faire. Tous les jours, littéralement tous les jours, nous on a des demandes d'assurance de hangar agricole ou de toiture PV où on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller parce qu'en fait le bail permet tout. Le bail n'est pas correctement rédigé sur la renonciation à recours, cette fameuse clause. Et en fait, on n'y arrive pas. Et l'assurance n'y arrive pas. Donc, vigilance, ça ne veut pas dire qu'il faut quelque chose de déséquilibré. C'est juste qu'il faut un bail écrit sur lequel on s'est posé. Les notaires ne sont pas tous spécialistes du photovoltaïque. Donc, ils font parfois un peu ce qu'ils peuvent. Mais attention en termes de valorisation de la centrale, parce que le jour où vous voulez la céder, parce que vous cédez votre exploitation agricole ou je ne sais quoi, ça peut avoir un impact direct. Et après, évidemment, donc la renonciation à recours, je pense que vous êtes familier dans le monde du tiers investissement, c'est de dire chacun assure ce dont il est propriétaire et puis on s'arrête là. Il n'y a pas de recours, ça permet d'aller plus vite en cas de sinistre et d'éviter d'avoir à payer des surprimes parce que vous devriez assurer la centrale photovoltaïque qui ne vous appartient pas. Donc ça c'est important. Et puis en dernier point sur l'assurance, c'est aussi la valeur assurée. Ça c'est un point d'attention. Une centrale de 2015 qui est assurée depuis 2015, elle ne vaut pas forcément la même valeur aujourd'hui.
pour plein de raisons. Il y a de la vétusté, première raison importante en assurance, vous n'êtes pas en valeur à neuf pendant 20 ans. Puis deuxième raison, si on doit la reconstruire, peut-être qu'elle coûte plus cher ou moins cher selon la conjoncture, avant le Covid, après le Covid, pendant le Covid. Donc le but, c'est juste de garder un œil là-dessus, c'est pas de faire des réévaluations mensuelles de vos centrales auprès de votre assureur. Mais si votre centrale, vous l'avez assurée sur une valeur de 2015, on est peut-être très très loin aujourd'hui si on devait la reconstruire. Donc soit vous payez de la prime d'assurance en trop parce qu'on est sur X centimes du kilo, soit vous payez de la prime en pas assez, et ça c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que globalement le jour du sinistre, l'assureur il ne va pas aller au-delà de ce que vous lui avez déclaré. Donc si la centrale vaut 120 et que vous lui aviez déclaré 80, à 80 il tire une ligne et il s'arrête là. Donc vigilance aussi, la valorisation c'est aussi la valorisation au sein de votre contrat d'assurance. Ce n'est pas une bonne fois pour toutes, on y pense de temps en temps, tous les 2-3 ans, et s'il y a des variations de plus 15%, on ajuste. Et après, on peut améliorer cette valeur dans la durée de vie de la centrale, j'ai envie de dire aussi. Et même pendant ces 20 premières années où on a signé un contrat d'achat avec EDF, j'ai plusieurs cas en tête. Aujourd'hui, il y a possibilité de renégocier son crédit, n'est-ce pas? Ou ça dépend de la conjoncture des taux, mais si on a signé un crédit à 4% et que les taux ils sont à 2%, il faut gentiment aller voir son banquier et voir ce qui est possible de faire en termes de renégociation de crédit. Et du coup, ça fait baisser derrière les annuités. Et du coup, ça vous fait, comme tu disais, plus de dividendes. Mais moi, j'ai envie de dire, en fait, plus de remboursement pour l'investisseur. Après, on a aujourd'hui un cadre qui est défini sur l'autoconsommation collective. Vous le savez pour la plupart. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vendre 100% de notre production électrique via EDF obligation d'achat. On peut aussi la valoriser autrement, avec de la vente un peu plus directe, avec du coup une survaleur sur cette partie-là. Aujourd'hui, il faut en profiter. Il y a des choses qui sont en place. Il faut se renseigner. C'est des petits leviers à actionner, en fait, j'ai envie de dire. Et là, ça serait plutôt sur la partie après les 20 ans de contrat d'achat. On peut parler de repowering. Donc finalement, c'est une rénovation de sa centrale avec du matériel un peu plus au goût du jour. On ne peut pas le faire sur les 20 premières années, sauf s'il y a un danger avéré, mais après, on pourra tout à fait le faire. Donc remplacer des vieux panneaux par des panneaux plus puissants, ou enfin des choses comme ça, c'est possible. Et justement, on aura une conférence d'ailleurs sur le repowering, donc j'en profite, ce sera vendredi matin. Donc n'hésitez pas à revenir si c'est un sujet qui vous intéresse. On a aussi des conférences qui sont planifiées sur l'autoconsommation collective dans les jours à venir. Donc je vous invite à regarder le programme pour pouvoir nous rejoindre si ces sujets vous intéressent. Je vous laisse continuer, pardon Armand. Oui, pas de souci. En cas de succession, donc je vais garder mes deux cas en tiers investisseur ou si c'est un exploitant agricole qui a investi directement. Quelles sont on va dire les bonnes pratiques et les petits pièges à éviter? Une succession, ça peut être une succession de l'exploitation en donation-partage aux enfants, ça peut être une vente de l'exploitation agricole, et on a cette centrale qui est au milieu de l'exploitation. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on est en tiers investisseur, comme le disait Gauthier, le plus important, c'est le bail. Il faut maîtriser son bail. Qu'est-ce qui a marqué sur le bail, finalement? Normalement, on n'a pas de droit de préemption dans les baux, etc. Le producteur qui a investi dans votre centrale, il n'a aucun droit il ne peut pas s'opposer à la vente du foncier ou à la donation partage sur le foncier. Aujourd'hui, moi, dans mes baux, je ne mets même pas de droit d'information, on ne m'informe même pas de la succession. Je n'ai pas besoin. L'important, c'est que le bail, il est attaché à la parcelle et le nouveau propriétaire de la parcelle, il devra accepter le bail tel qu'il est au moment où il fait la vente, ou le notaire passe la vente, ou la donation partage. Et ça, c'est le notaire qui va faire son travail. Il n'y a pas de... Normalement, je n'ai pas à intervenir, mais il faut toujours avoir le réflexe de vérifier le bail en amont de tout ça. Dans certains baux, il y a des clauses de démantèlement qui sont renseignées. Qu'est-ce que c'est qu'une clause de démantèlement? Ça veut dire que souvent, on est sur des baux sur 30 ans, et à la fin des 30 ans, certains producteurs, comme là c'est mon cas pour les Solaris, mais on propose de soit rendre le bâtiment avec la centrale ou le bâtiment sans la centrale photovoltaïque. C'est ça une clause de démantèlement. C'est-à-dire qu'on propose aux propriétaires de lui donner le bâtiment, où nous on démontrait la centrale photovoltaïque avant de leur donner le bâtiment.
Donc pareil, c'est très spécifique à chaque bail. Il faut lire les baux. Nous, on a mis ça 2 ans avant la fin du bail. Il faut nous prévenir, etc. Ensuite, si vous avez investi vous-même dans la centrale photovoltaïque, nous, ce qu'on suggère pour les exploitants agricoles, qui soient en ERL, en GAEC ou peu importe, c'est d'avoir des véhicules dédiés pour porter cet actif et ce financement. Et de ne pas tout mélanger. De ne pas mélanger l'exploitation agricole, l'activité agricole, avec l'investissement dans la centrale solaire et finalement les flux derrière de la centrale et le crédit, etc. Donc avoir une autre entité, juridique qui porte l'activité. Exactement, qui porte le projet. Cette entité juridique, c'est elle qui va porter l'investissement, c'est elle qui va faire le crédit et c'est elle qui va toucher les revenus de revente de l'électricité et qui va rembourser le prêt d'ailleurs. Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple par la suite lorsque vous faites des successions d'exploitation. C'est-à-dire que vous pouvez céder l'exploitation agricole, que ce soit un GAEC avec un changement d'actionnaire ou une ARL, etc., sans, on va dire entre guillemets, foutre le bordel sur la partie photovoltaïque. C'est-à-dire que la SAS, c'est un exemple, qui porte le projet, elle va rester avec les mêmes actionnaires et on va mettre ça à part et on va traiter ça de l'autre côté. Et dans ces cas-là, après, on a différents cas. Comme disait Pierre-Henri, la valeur de succession, elle a différents calculs possibles. Et là, ça va être suivant chacun vos projets. Si c'est une donation-partage et que vous souhaitez que vos enfants héritent de cette centrale photovoltaïque en cours de fonctionnement, c'est sûr qu'on ne va pas mettre la valeur haute au moment de la cession dans la valeur que va retenir le notaire pour éviter les surtaxes, etc. On est quand même aujourd'hui assez libre là-dessus. On va regarder du coup les flux restants sur la durée du contrat d'achat, EDF obligation d'achat, et puis on va faire une estimation, etc. Si vous voulez valoriser cette centrale et parce que vous vendez la centrale, je sais pas moi, à un autre investisseur entre guillemets qui souhaite lui acquérir cette centrale pour produire de l'électricité, là vous allez avoir une valeur de centrale, on va dire, où vous allez valoriser l'ensemble de la durée de vie restante sur la centrale et pas seulement que les dernières années de contrat EDF obligation d'achat. Donc là, vous allez mettre des hypothèses de valorisation de tarifs après la 20e année, etc. Et vous allez plutôt avoir une valeur de centrale assez haute. Et ça reste assez libre aujourd'hui. Il n'y a pas de... Enfin, il y a quelques pratiques qui se font, j'en parlais tout à l'heure avec des experts fonciers ou des notaires, mais on reste assez libre un peu du choix qu'on peut faire. Pierre-Henri, tu veux commenter quelque chose là-dessus ? Commenter, mais pas vraiment commenter, mais insister vraiment sur ce qu'a dit Armand sur l'agilité que laisse la société de projet qui porte la centrale. Parce que si vous avez l'actif de la centrale dans le GAEC directement, c'est vraiment un actif d'exploitation et vous avez beaucoup de mal à l'isoler ensuite en cas de donation, en cas de succession. Dès lors qu'elle est logée dans une société de projet qui a une SAS, qui va porter l'actif, là, ce n'est plus un actif dont vous êtes propriétaire, c'est des titres de la structure. Et les titres sont beaucoup plus faciles ensuite à céder, à isoler. Vous avez une capacité de montage beaucoup plus grande. Vous pouvez céder le GAEC et garder la centrale, garder les titres. On peut faire beaucoup de choses. Et donc c'est vraiment un conseil. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit essentiellement quand on voit des exploitants qui investissent dans des centrales. Le conseil, c'est de ne pas le faire porter par le GAEC parce que de toute façon, il y a des questions fiscales aussi souvent parce que il ne faut pas que le revenu non agricole dépasse le revenu agricole pour des questions fiscales. Donc on loge l'activité photovoltaïque dans une centrale spécifique, dans une société spécifique, mais c'est vraiment un conseil qu'on donne, nous, de vraiment dissocier titres et actifs. Voilà. Quelques erreurs à éviter. On en a sélectionné quelques-unes. En fait, beaucoup d'erreurs se font aux choix initiaux sur la conception même de la centrale, le choix du matériel, le choix de l'onduleur, le choix des panneaux, le choix du système d'intégration. Le système d'intégration, c'est sur une centrale basiquement sur toiture, c'est ce qui va tenir les modules au bac acier. On a eu par le passé des systèmes d'intégration, ce qu'on appelait au bâti, où il n'y avait pas d'étanchéité avec un bac acier, où c'était les modules qui faisaient l'étanchéité. Ça a été pour moi une belle connerie, mais ça s'est fait. C'est une belle connerie sur des grandes surfaces.
Sur des bâtiments de 800 mètres carrés, forcément, il y a de la dilatation qui se fait avec les changements de température annuels. Donc, forcément, il y a eu des fuites derrière, il y a eu des sinistres liés à ça. Enfin, Gauthier il pourrait en parler mieux que moi. Donc, en fait, des fois, faut regarder à la qualité première déjà de ce qu'on fait, la façon de calpiner la centrale, c'est comment les modules sont raccordés ensemble. Il suffit qu'il y ait un arbre qui fait un peu d'ombrage sur un coin de ta centrale. Si tu n'as pas calpiné correctement ta centrale, en fait, tu vas te retrouver avec toute sa centrale qui est affectée par cet ombrage, alors que tu aurais pu l'isoler, ce qu'on va dire sur une string, sur un petit câble qui relie l'onduleur, à part, pour que en fait, l'ombrage n'affecte pas toute ta production. Donc il y a des petits... bon, ça, c'est choix techniques, vous ne pouvez pas les faire, mais vous pouvez vous adosser à des développeurs producteurs photovoltaïques qui vont faire ces choix pour vous et qui vont vous conseiller là-dessus. Donc il ne faut pas lésiner là-dessus. Et puis, ça fait 3 fois qu'on le dit, mais l'absence de contrat de maintenance, trop souvent, on arrive, on nous demande d'intervenir sur des centrales qui sont assez vieilles, de 10, 15 ans, et en fait, qui n'ont pas eu de maintenance pendant des années, et puis il y a eu un problème un jour. Et en fait, on se rend compte quand on arrive dessus qu'on ne peut pas intervenir dessus parce qu'elle n'est pas en sécurité. Les chemins de câbles, ils ne sont pas là. Les câbles, ils sont rongés par le soleil. Ils sont même rongés des fois par le bac acier. Enfin, on voit beaucoup de choses. Et ces choses-là, on peut les éviter avec un contrat de maintenance, avec des sociétés qui font ça très bien. Il n'y a pas qu'Iris Solaris. On est tous à faire des choses très bien. Donc, des fois, c'est des petits investissements qui font que derrière, vous allez vous garantir que la pérennité aussi de cette valeur de la centrale. Et sur l'assurance, tu veux rajouter un point peut-être ? Un point, et je sais que tu ne me contrediras pas, parfois il faut faire des choses simplement sur des sujets qui sont... Enfin, quand la toiture est simple, il ne faut pas forcément s'embêter à aller sur des choses compliquées. On entend plein d'innovations, tant mieux, et c'est très bien, mais si votre toiture ou votre projet peut être simple, c'est tant mieux. Simple, c'est-à-dire un bon constructeur, des bons panneaux, et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus cher, hein, juste un bon constructeur, des bons panneaux, une bonne maintenance, enfin du bon matériel, une bonne maintenance, des bonnes garanties avec, et ça vous pouvez interroger vos constructeurs sur la garantie des éléments qu'ils vous posent. Armand parlait des onduleurs, il y a les modules qui sont sous garantie. Les périodes varient, mais en tout cas, c'est des points sur lesquels vous devez accorder de l'attention parce que c'est parfois des sujets que vous allez pouvoir aller chercher en dehors de l'assurance et qui vont participer à la valorisation de votre centrale. Si vous devez la vendre pour une raison un peu urgente, c'est bien de vendre une centrale qui est simple et qui fonctionne. Et les choix techniques, et nous tous les jours, on a des demandes avec des choix techniques qui sont un peu osés parfois. Alors que ce n'était pas la peine. On parlait de l'intégré bâti. Je sais qu'on peut parler d'autres systèmes de fixation, des types de panneaux un peu particuliers. Ne vous embêtez pas à aller là-dessus si votre projet peut répondre à un cahier des charges simple. Non seulement pour l'assurance, mais aussi pour la durée de vie, pour la capacité à trouver des mainteneurs qui vont comprendre votre installation, qui vont pouvoir l'analyser rapidement. Voilà, c'est un point important. Je confirme. En fait, vraiment, je confirme que l'assureur, c'est un bon conseiller. Parce que s'il refuse d'assurer, c'est qu'il y a quand même un loup quelque part. On voit quelquefois des panneaux qui proviennent très exotiques, en scratch, panneaux très légers, très faciles, etc. C'est bien beau, mais on ne connaît pas leur espérance de vie. On a une garantie constructeur, mais on ne sait pas ce que vaut le constructeur, etc. Donc, honnêtement, nous, en tant que banquier, j'avoue qu'on s'appuie énormément sur l'avis de l'assureur. Si le projet n'est pas assurable, il ne sera pas finançable non plus. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation, je pense, très, très riche, très instructive. Est-ce qu'on a des personnes dans la salle qui souhaitent réagir, qui souhaitent poser une question, intervenir ? Je vais descendre avec le micro. Le plus dur, c'est toujours la première personne. Il en faut une. Est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite poser une question ? On est trop près de l'heure de l'apéro, c'est pour ça. Ah, quand même. Moi, je m'appelle Gabriela, je travaille chez CEPAL. Je viens d'arriver, donc je suis désolée, je ne sais pas si vous avez traité à propos des clôtures. Je voulais savoir comment vous envisagez s'il va y avoir une évolution vis-à-vis aux clôtures, parce que nous, on se pose beaucoup de questions.
Je sais que ça dépend du design de la centrale, de l'activité agricole. Donc voilà, si vous pouvez m'éclairer. Vous pouvez reformuler? Vous avez bien compris la question? Vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? C'est à propos des clôtures vis-à-vis des assurances. Ouais. Ok, les clôtures sur tout ce qui est agri-PV, etc. Ok. Je laisserai après, je pense, vraiment quand même échanger parce qu'il y a aussi un besoin chez vous vis-à-vis des différentes instances administratives qui peuvent avoir des avis qui sont contraires à ceux de l'assureur. Aujourd'hui, l'assureur, c'est assez simple. Enfin, c'est si on est à portée de main, c'est-à-dire moins de 3 mètres globalement, l'assureur va se comporter comme sur une centrale au sol, c'est-à-dire qu'il va demander le combo clôture, vidéosurveillance et puis portail d'accès, restriction d'accès. Si on est à plus de 3 mètres, il va regarder ça un peu plus comme une ombrière. Aujourd'hui, les ombrières de parking, il n'y a pas d'exigence sur une sécurisation particulière. Donc le pivot, c'est la hauteur. Si vous êtes sous les 3 mètres, je vois pas mal de projets en ce moment où on me demande est-ce qu'on peut mettre des clôtures d'1,20 m. Non, enfin non. Oui, mais non. C'est sûrement possible, c'est sûrement exigé par les autorités administratives qui instruisent les permis de construire et toutes les études environnementales. D'un point de vue assurance, c'est comme s'il n'y avait rien. Et en fait, que se passe-t-il concrètement quand on n'est pas capable ou quand on ne peut pas mettre une clôture? C'est la franchise. Aujourd'hui, il y a des projets agri-PV qui sortent avec des franchises vol, vandalisme à 150 000 €. Parce qu'en fait, l'assureur estime que s'il n'y a pas de clôture, c'est accès libre. Si c'est accès libre, le risque est partagé entre lui et les clients. Ce n'est pas de votre faute, mais ce n'est pas non plus celui de l'assureur, celle de l'assureur s'il n'y a pas de clôture. Donc voilà, le pivot, c'est se souvenir de la hauteur. Finalement, est-ce qu'on est sur une hauteur un peu extraordinaire qui empêche toute personne de venir et de faire du vandalisme ou du vol d'opportunité? Le vol organisé, de toute façon, il sera assez compliqué à contrecarrer. Et si jamais on est en dessous des 3 mètres et qu'on ne peut pas mettre de clôture, il faut s'attendre à avoir un partage du risque qui n'est pas celui d'habitude avec des franchises à 15 ou 20 000 ou 30 000, mais plutôt des franchises à 150 000. Évidemment, toute proportion gardée au regard de la taille du projet. Mais sur des projets entre 3 et 15 mégas, voilà ce dont on parle.